attention à ce qu'on affirme, okay, en général, et soit ce que vous affirmez, soit quand vous lisez des choses qui sont présentées comme des vérités, que vous ayez un réflexe de pouvoir éventuellement déceler certaines erreurs de raisonnement, certaines manipulations qui peuvent parfois être mises en œuvre par soit la personne qui a écrit l'article dont vous lisez, soit dans des débats, de nouveau. On a parlé aussi de l'importance de l'éducation, notamment universitaire, pour la participation à la vie politique. Et donc, là, il y a bientôt un enjeu qui va arriver. Donc, c'est important que, effectivement, pour moi, c'est important que vous appreniez à décoder toute une série d'erreurs de raisonnement ou d'arguments fallacieux. Okay. Ceci étant dit, donc, on va aussi essayer de tout doucement mettre en branle le travail. Donc on vérifiera ensemble le fichier, voir dans quelle mesure tout le monde a complété ou pas. Et les personnes qui ne l'ont pas complété, qui sont éventuellement dans la classe, pourront venir me donner leur nom et on complétera ensemble. Et on commencera à essayer de ressortir quelques thèmes et éventuellement de définir quelques groupes pour que vous puissiez commencer à avancer sur la définition de votre question de recherche par groupe. Parce que donc on essaiera de faire les présentations orales. Alors je vous donnerai du temps, un peu de temps en classe pour travailler sur la première étape qui est donc la présentation de la question de recherche. Mais bien sûr vous devez travailler en dehors du cours. Je vous donnerai probablement au cours prochain, dans les 5e, notre 6e, je pourrais vous donner, on va voir dans quelle mesure on arrive à faire les groupes aujourd'hui. Sinon, la prochaine fois, on finalise les groupes et je vous donnerai par exemple une demi-heure la semaine prochaine pour commencer à travailler en groupe sur cette question. Mais de nouveau, donc, vous ne devez pas attendre les cours pour travailler là-dessus. Et on essaiera de faire les oraux de présentation de la question, probablement la séance 7. D'accord. Comme ça, après, ça vous laisse encore. Donc, après la définition de la question de recherche, eh bien, donc, il y aura une validation, une discussion collective. Okay. Et puis ensuite, il faudra continuer à travailler pour constituer le dossier documentaire qui sera avant, donc à la fin du cours, donc à l'issue des 12 séances. Donc, voilà. On est dans les temps, mais effectivement, il ne faut pas perdre de vue cela. D'accord. Concernant la première note, donc est-ce que tout le monde a fait le TP de la BU? Donc il est encore ouvert, d'accord, pendant quelques jours, mais donc vraiment ceux qui n'ont pas encore fait, pensez-y. Okay, ne laissez pas la dernier jour, dernière heure, parce que c'est possible qu'il y ait des bugs à ce moment-là, donc faites-le. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Les résultats des premières personnes qui ont réalisé le TP sont très 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 bons, d'accord. Donc c'est vraiment pas difficile, et c'est tout à votre avantage de le réaliser. Ok. Alors oui, aussi, aujourd'hui, je vous propose, si ça vous va, de ne pas faire de pause et de finir un quart d'heure avant. Parce que moi, voilà, je dois partir un peu plus tôt. Merci. Donc, je propose qu'on termine ces histoires de mauvais raisonnement, d'accord. Puisqu'on était bien lancé à la dernière fois. Et puis après, je m'arrêterai et on regardera effectivement les groupes. D'accord. Alors, donc vous rappelez un peu ce qu'on avait fait la fois dernière. Alors, on avait discuté qu'est-ce qu'un bon raisonnement. D'accord. Qu'est-ce qu'un bon raisonnement. Qu'est-ce que du coup, donc il y a deux conditions. Que l'enchaînement soit logique, donc que les éléments soient de manière logique. Et la deuxième condition, c'est que l'antécédent, donc le point de départ, la condition de base, soit vrai. Ça, c'est les deux conditions pour que le conséquent, donc ce qui est affirmé, soit effectivement correct. Ensuite, on avait donné une série d'exemples, commencé à donner une série d'exemples de ce qu'on appelle des arguments fallacieux, donc des mauvais arguments. Alors, on avait donné l'exemple de la fausse dichotomie. On avait donné l'exemple de l'erreur écologique, donc généraliser des comportements moyens à un individu particulier.
On avait discuté des mauvais arguments d'autorité. De nouveau, les arguments d'autorité ne sont pas forcément mauvais, mais ils doivent être utilisés à bon escient. Et un bon argument d'autorité, donc, si quelqu'un est cité un expert du domaine, pas en dehors du domaine, et qui, dans son domaine, n'est pas isolé, d'accord et si possible, citer plusieurs effectivement d'experts ou signaler que ceci est un consensus pour éviter de faire juste faire du name dropping, comme on dit parfois, d'accord. Donc aussi quelqu'un qui est connu, mais qui a des opinions très très particulières, très différentes de la majorité des scientifiques par exemple, ou bien qui n'a pas travaillé dans ce domaine. Alors, je vais vous présenter deux derniers arguments, enfin fausses manières d'argumenter qui sont fréquentes, d'accord. Une qui touche à la question de la causalité, et on y reviendra un petit peu encore en fin de cours. C'est vraiment quelque chose de très important de bien distinguer ce qui est effectivement une cause, d'accord, et ce qui est simplement une simultanéité, d'accord, ou une temporalité des événements, mais qui n'appelle pas nécessairement à un lien de cause à effet. Ok. Donc un lien de cause à effet, c'est si A est la cause de B, d'accord, ça veut dire, quand vous dites ça, d'accord, et en langage courant, c'est par exemple si vous dites les révoltes sont dues à, d'accord, donc vous affirmez que un élément ou le chômage est dû à, d'accord, donc vous affirmez que le résultat là est dû à une cause, et donc vraiment l'idée derrière, donc c'est vraiment quelque chose de c'est une affirmation très très forte, d'accord. L'idée, ce que vous affirmez, c'est que effectivement la conséquence, donc le chômage, la manifestation, peu importe, n'aurait pas eu lieu en l'absence de A, d'accord, de la cause que vous mettez en avant. C'est vraiment quelque chose, et donc ça veut dire, réfléchir à ce que ça veut dire, c'est vraiment fort, d'accord. Alors parfois il y a certaines choses qui sont effectivement des conséquences d'autres éléments, mais il y a souvent une extrapolation du fait que l'on observe des éléments qui se manifestent ensemble, ou l'un après l'autre, comme dans ce cas-ci, et on en généralise, on extrapole à partir de cette relation, par exemple temporelle, que A a eu lieu après B, et du coup on pense que A est une conséquence de A, ou on laisse sous-entendre ça dans un débat ou dans un article. Donc c'est ce qu'on appelle l'argument après donc à cause, d'accord. Donc c'est cette idée que nécessairement si ça a eu lieu après, ça veut dire que ça a été que c'est une conséquence de l'autre, d'accord. Donc parfois on utilise à cause comme synonyme de après, or c'est pas du tout la même chose, d'accord. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites que alors c'est toujours en anglais, c'est toujours tiré du même site, mais donc, par exemple, regardez la première phrase. Ce quartier n'a jamais eu de problème, de criminalité jusqu'à ce que votre famille se déménage ici, s'installe ici. Okay. Vous devez absolument arrêter d'amener des personnes exécrables pleines de maisons. Okay. Donc, il y a eu deux éléments qui sont vrais, d'accord. Imaginons, il y a une hausse de criminalité, ok, dans les statistiques, on observe, et il y a eu l'installation de une ou quelques personnes d'une certaine communauté. Et on observe la hausse de la criminalité après l'installation de ces personnes. Et donc, ça, c'est typiquement un argument fallacieux. Pourquoi? Parce que absolument rien ne nous prouve évidemment que la hausse de la criminalité est liée à cette chose. Okay. Et c'est vraiment quelque chose qui est quotidiennement, d'accord, laissé sous-entendre. Encore ce matin, il y avait un débat sur France Inter qui était exactement là-dessus, d'accord, qui parlait de la réforme de la fiscalité et du fait que certaines, donc avec la taxe sur la fortune et certaines entreprises qui ont quitté la France, qui sont installées au Luxembourg. On cite un exemple, d'accord, quelque chose qui a eu lieu
Donc une entreprise a quitté la France pour s'installer au Luxembourg, qui a eu lieu juste après la réforme Chirac sur la fiscalité, et on en déduit que c'est une conséquence. Okay, de nouveau, une conséquence, une relation de cause à effet est quelque chose de très particulier, de très fort comme relation, okay, et doit être prouvé de manière bien différente que simplement le fait que B a eu lieu après. D'accord? C'est clair? C'est clair la différence? Mais vraiment, donc soyez vous-même très attentifs quand vous laissez sous-entendre une relation de cause à effet. D'accord? Ce n'est pas le fait que ce soit déroulé juste après autre chose n'est absolument pas suffisant. Ok? Et ne vous laissez pas berner non plus lorsque on vous présente ce genre d'argument. D'accord? Un autre exemple, mais c'est un peu similaire à ce que je disais, donc par rapport à on a une réforme politique, d'accord? Et puis on observe, donc ça c'est très souvent, d'accord? On parle, on essaye de voir les conséquences d'une politique et on regarde ce qui s'est passé après, sauf que les événements ont pu être causés par toute autre chose, d'accord? Il y a pu avoir, imaginez qu'il y a cette réforme politique, d'accord? Et puis derrière, il y a d'autres événements, je ne sais pas, une crise sanitaire économique, une hausse du chômage, des mauvaises récoltes suite à une mauvaise météo, ou imaginez que les choses étaient déjà sur une trajectoire, avaient déjà pris une certaine trajectoire, d'accord, bien avant. Donc, le fait de dire, on observe qu'après cette réforme, les résultats ont augmenté, diminué, n'est absolument pas satisfaisant comme preuve de causalité. D'accord? Donc, si on dit que les taux de divorce aux États-Unis ont diminué depuis les années 70 lorsque la Cour suprême a établi que l'avortement était protégé par les droits privés. D'accord? Et donc, affirmer que, du coup, en voyant ça, on peut affirmer que l'avortement légal limite les divorces, d'accord? Donc, sauve les mariages, comme c'est écrit, d'accord? C'est évidemment pas possible. Okay? Pour faire ça, il y a vraiment des techniques, et on pourra en dire quelques mots, mais il y a vraiment des techniques justement de recherche pour affirmer une causalité. Il faut vraiment pouvoir, de nouveau, c'est cet argument il faut pouvoir réfléchir à ce qui se serait passé en l'absence de la réforme en question, d'accord? Et en l'absence de la réforme, il y a de bonnes chances que ceci se serait passé de toute façon. Parce qu'on observait dans la société, dans le monde entier, il y a effectivement il y a par exemple une tendance sur le taux des divorces, etc. Donc les deux exemples sont évidemment des exemples d'arguments fallacieux, de type après donc réponse. Est-ce que la dernière phrase représente là aussi un argument fallacieux? Donc si nous ne prenons pas de carte, nous risquons de nous perdre et nous devrons demander notre chemin. Donc vous voyez qu'il y a là aussi il y a un événement A, d'accord, et un événement B qui se déroule après l'événement A, et donc on en implique que B est une conséquence de A. Est-ce que c'est un raisonnement correct dans ce cas-ci ou fallacieux? Vous voyez qu'ici, on n'est pas du tout là, et c'est purement temporel. D'accord? Et on voit bien que l'un est nécessairement une conséquence de l'autre. D'accord? Donc ici, c'est pas du tout la troisième phrase n'est évidemment pas du tout un argument fallacieux. On parle juste du futur. Okay? Et ça, on n'essaye pas de parler de deux événements dans le passé dont un est la conséquence de l'autre. D'accord? Et de nouveau,
ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, d'accord? Par exemple, ça pourrait être que, le taux que la réforme a eu un effet sur le taux de divorce, mais simplement, le seul fait d'observer l'un après l'autre n'est absolument pas suffisant. Okay? Et donc, vous ne pouvez pas accepter cet argument seul, d'accord, pour accepter l'idée que l'un serait la cause de l'autre. Okay? Par contre, ça peut être un premier élément de preuve empirique, d'accord. Souvent, dans des articles scientifiques, on commence par donner une série de faits, d'accord, de statistiques, qu'on observe, et voilà, on peut discuter, effectivement, ça semble être cohérent avec une conséquence positive de la loi sur l'avortement sur la réduction du taux de divorce. D'accord? Ça, on peut dire. Ça semble être cohérent avec. Ça semble aller dans le même sens. Mais ensuite, il faut examiner les choses de beaucoup plus près. Donc, est-ce que c'était une tendance, est-ce qu'il y avait une tendance préexistante ou non? Est-ce que la réforme s'est déroulée exactement partout au même moment? Sinon, on peut comparer par exemple des États dans lesquels la réforme a eu lieu, des États dans lesquels la réforme n'a pas eu lieu, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'utilisation de groupes de contrôle, etc. D'accord? Pas rentrer dans les détails sur comment on évalue l'impact d'une politique, mais en général, ça demande d'avoir effectivement un groupe de contrôle qui n'a pas connu l'intervention, et en général, ça demande d'avoir des données avant-après dans les deux groupes, de manière à pouvoir justement décrire ce qui se serait passé en l'absence de la politique. D'accord? C'est ce qu'on appelle le contrefactuel dans le langage statistique. Ok, donc attention vraiment à cet argument qui est extrêmement répandu. Et de nouveau, on va un peu revenir sur ces distinctions entre corrélation et causalité. D'accord, corrélation, le fait que deux événements se déroulent en même temps, ou l'un après l'autre, d'accord, et la notion de causalité. Okay, parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait fondamental que vous devez éviter de confondre. Dernier argument, argument fallacieux qui est vraiment souvent utilisé surtout dans les débats, et donc j'attire votre attention sur le fait que très souvent dans un débat, mais ça peut être aussi même dans un texte, donc on a deux personnes qui ont des arguments, qui ont des idées différentes, d'accord, des arguments opposés, et pour avoir plus facile à remporter quelque part la joute oratoire, d'accord, à contrer l'argument de l'autre, eh bien, on peut avoir tendance à reformuler l'idée de l'autre, mais de manière déformée, et typiquement de manière édulcorée, de manière beaucoup moins, en la simplifiant, d'accord, et en la rendant beaucoup moins complexe, de manière à pouvoir derrière la contrer beaucoup plus facilement, d'accord, l'attaquer beaucoup plus facilement. Et il y a beaucoup de personnes qui regardent leur téléphone et qui ne me regardent pas, donc ceci vous intéresse pas? C'est trop évident? Pardon? Ah, très bien, ok. Je ne sais pas si c'est le cas pour moi, mais bon, tant mieux. N'hésitez pas à m'interrompre, à me dire à discuter des exemples. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont... moi, je suis assez persuadé que c'est des panneaux dans lesquels on tombe tous quotidiennement et que c'est important d'apprendre à éviter de tomber là-dedans le plus souvent possible. Donc ça, c'est le dernier argument. Et puis après, je vous demanderai d'essayer de détecter. On va faire quelques exercices. Donc c'est important que vous ayez bien compris chaque argument fallacieux. D'accord, donc est-ce que ça vous parle, ça? Vous avez déjà entendu cet argument être utilisé dans des débats? Oui. Oui, très souvent. Oui. Oui, mais pas forcément pour les deux derniers, mais effectivement, alors c'est vrai que c'est plus facile quand c'est vraiment frontal, donc un contre un, mais ça peut vraiment être utilisé dans tout type de débat. Mais donc typiquement,
on va quelque part de manière malhonnête, d'accord, faire semblant qu'on est en train de reformuler ce que l'autre a dit, alors que alors évidemment, les bons orateurs le font de manière très subtile, hein, d'accord, sans trop, si on dit le contraire de ce qui vient d'être dit, évidemment que ça ne marche pas. Okay, mais donc l'idée, c'est de dire quelque chose qui ressemble à ce qui vient d'être dit, mais de manière, avec d'autres mots, et en fait en déformant l'idée, de manière à avoir derrière un argument pour le contexte. Un exemple, si, imaginez une discussion entre deux personnes, Anna et Belinda. La première personne dit à l'États-Unis, mettre en prison trop de monde, d'accord, on doit absolument réformer le système judiciaire. Son opposant dit, donc tu voudrais qu'on laisse des criminels violents dans la nature, d'accord. L'autre évidemment dit, non, c'est pas ça que je veux dire. Ah, et donc en fait, on ne doit rien changer. Donc ça, c'est pas le plus nuancé, d'accord, parfois ça peut être plus nuancé que ça. Mais donc l'idée, c'est une personne, pourquoi c'est fallacieux ici? C'était pas ce qu'elle disait, d'accord. On peut tout à fait réformer le système de justice et en essayant de effectivement mettre moins de monde en prison, sans pour autant laisser les criminels violents dans la rue, d'accord. De un, il y a d'autres systèmes que la prison pour les enlever de la rue, d'accord. Et de deux, on peut justement distinguer entre les types de crimes, etc. Okay, donc, mais pourtant, vous voyez bien que ça alors, évidemment, c'est malhonnête, d'accord, mais la réforme, ça pourrait marcher dans un débat notamment politique. Vous voyez qu'elle a l'air de dire que donc ce que Belinda dit, c'est effectivement relié quand même à ce que, de manière assez proche de ce qui vient d'être dit, et elle essaye d'insinuer quelque chose, mais qui n'a pas vraiment été dit, d'accord, et qui évidemment, du coup, grossit, simplifie l'argument, et derrière, évidemment, c'est facile de le comprendre. D'accord. Un autre exemple, et vous me direz si c'est effectivement un argument. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'homme de paille? L'homme de paille, c'est vraiment. Donc imaginez un homme de paille, d'accord, qui est donc, parfois dans les champs ou un épouvantail, et qui est facile à détruire. C'est l'idée de mettre devant un adversaire plus facile à détruire. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup de travail ces derniers temps, d'accord. Et je sais que mon compte en banque est en train mon épargne est en train par exemple de fondre. Nous devrions probablement diminuer nos dépenses de nourriture et de boissons. Et sa partenaire ou son ami répond une petite diminution d'argent n'est pas une bonne raison pour nous laisser mourir de faim. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est fallacieux ou pas? Qui dit oui? Qui dit non? Ok, pourquoi ça vous semble être correct comme argument? Monsieur? Oui, dans le fond. De cette personne qui a dit oui, qui a dit c'était correct? J'ai pas compris la question. Ok. Donc, est-ce que ça vous semble être un raisonnement correct, ou est-ce que ça vous semble être un raisonnement fallacieux, ou en d'autres termes malhonnête, d'accord, et qui me semble effectivement à l'utilisation d'un homme de paille? C'est fallacieux. C'est-à-dire qu'on déforme l'idée de l'autre pour pouvoir évidemment la détruire derrière beaucoup plus facilement. On voit bien qu'il y a une déformation, d'accord. C'est pas ça qu'elle disait Anna. Okay, elle disait pas qu'on devait, évidemment, elle disait pas que, évidemment, c'est pas parce qu'on a un petit drop de notre revenu qu'on doit forcément se laisser mourir de faim. Évidemment que non, d'accord. Et bien sûr qu'Anna est d'accord avec ça. Okay, mais c'est de nouveau une manière de
voyez, c'est quand même, par contre, c'est lié à ce qui vient d'être dit, et c'est une manière de caricaturer un petit peu. De nouveau, ça c'est pas le plus subtil qu'il y a, mais si par contre on a dit ça n'a aucun sens pour nous d'acheter ces publicités. Nous dépenserions beaucoup trop pour chaque nouveau consommateur que ça nous rapporterait. Imaginez que c'est dans une entreprise, ils sont en train de discuter d'une possible campagne marketing. Okay. Et sa collègue répond, bon, évidemment ça c'est un petit peu à États-Unis, mais c'est une chose c'est une chose de moron de dire ça, donc c'est une chose si vous voulez, de personnes qui n'ont pas dépensé. Tes calculs sont complètement faux. Alors ici, est-ce que c'est un argument de paille? Alors ça semble être effectivement assez malhonnête, enfin, assez disons, provocateur ou agressif. Okay, mais c'est pas un homme de paille. Vous voyez qu'ici, en fait, elle n'a pas spécialement reformulé. Okay, mais par contre, elle remet en question le caractère correct, exact des calculs de Anna. Et donc, voilà, il y a un débat, il y a une espèce de joute oratoire, mais ce n'est pas un exemple de l'argument que je vous ai présenté. Il n'y a pas de reformulation spécialement de l'argument de okay. En fait, ça, c'est un autre type d'argument qui est moins intéressant, donc je ne vais pas présenter, mais c'est un autre type de raisonnement par où c'est en fait une attaque personnelle. D'accord, elle la compare à effectivement quelqu'un un moron, donc à quelqu'un de. Voilà, c'est presque une insulte. Okay, donc ça, c'est une attaque personnelle, mais c'est pas un homme. Alors, rapidement, quelques arguments et vous me dites si vous connaissez l'une ou l'autre des arguments fallacieux qu'on a mis en évidence. Je vous rappelle, il y avait la fausse dichotomie, l'erreur écologique, l'homme de paille, le raisonnement après donc à cause, okay, et on a vu une autre, là de l'autre bout. Okay. Alors, imaginez dans un débat, quelqu'un dit « Oh, vous êtes en train de dire que la régulation bancaire, la régulation du crédit bancaire, décourage l'innovation. Okay. Et ce sera le cas jusqu'à ce que nous enlevions la régulation, nous allégions la régulation. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est OK pour... vous êtes d'accord avec le fait que Wall Street est en train de piller notre pays. Tout le monde est d'accord? Exactement, très bien. Okay. Donc là, on a reformulé de manière excessive, de manière simpliste. Okay. Donc très bien. Deux, les taux de meurtre sont en diminution dans tous les États qui ont passé une loi pour limiter le port des armes, dans les années 80. Ce fait prouve que les hommes, qu'on commet moins de meurtres, d'accord, si on pense que les autres personnes autour de nous dans l'État sont en plein d'armes. Donc, si le taux de meurtre diminue dans tous les États qui ont passé une loi autorisant le port des armes, d'accord, cela prouve que
que les hommes ou les femmes commettent plus de meurtres lorsqu'ils pensent que tout le monde est commettent moins de meurtres s'ils pensent que tout le monde autour d'eux ont plein d'armes. L'exemple 5, c'est un peu évocateur. Oui, exactement. Là, on a un événement, typiquement des lois. Imaginons même, je ne suis même pas sûr que ces statistiques soient vraies, mais imaginons que ces statistiques soient vraies, d'accord? On observe que dans les années 80, dans les États qui ont autorisé le port d'armes, on observe une diminution du taux de meurtre. C'est peut-être vrai, okay? Ça ne permet pas d'affirmer que l'un est la conséquence de l'autre. Il pourrait y avoir plein d'autres explications. Et peut-être que, justement, ça a été une raison. Quelqu'un pourrait penser à une raison qui pourrait expliquer pourquoi on observe cette corrélation, entre les États qui autorisent le port d'armes et les États qui voient leur taux de meurtre diminuer. L'un pourrait être la conséquence de l'autre, mais il y a d'autres explications possibles. Vous pouvez imaginer une autre raison que le changement de loi qui expliquerait ça. Et donc par exemple, si un enfant va faire figurer dans les parents, c'est sûr qu'il y a plus de risques que si par exemple d'accord, mais là vous êtes en train de dire en fait c'est un mécanisme particulier mais qui serait néanmoins une conséquence de la loi. Donc si j'ai bien compris votre argument, vous dites peut-être que la loi en fait a permis de mieux encadrer le port d'armes et d'éviter par exemple que ce soit des mineurs qui utilisent des armes. Sauf que donc, dans les États où il n'y avait pas. Donc cet argument-là, pourquoi pas, mais donc on resterait dans le lien de cause à effet finalement de la loi. C'est un mécanisme particulier. En plus, donc dans les autres États, c'est pas comme si justement donc le port d'armes n'est pas autorisé. Donc par contre, on sait qu'il y a des armes effectivement de manière en marché noir, informelle. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qui pourrait expliquer que du coup, soit plus probable que les enfants sortent avec des armes dans les États où justement ils sont interdits. Bon, voilà, donc et ça reste en plus effectivement une cause des conséquences. Mais imaginez par exemple que les États qui décident de légaliser le port d'armes, okay, pour des raisons très politiques, etc., soit donc les seuls États dans lesquels les politiciens peuvent obtenir une espèce de consensus démocratique sur le fait d'autoriser les armes, okay, soit justement les États dans lesquels il n'y a pas énormément de problèmes de meurtre. Il y a fort à parier que dans les États où il y a un taux de violence et de meurtre très élevé, que les électeurs ne vont pas être d'accord pour légaliser le port d'armes. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais ça pourrait expliquer cette corrélation et ça serait évidemment très différent d'une relation de cause à effet entre l'autorisation du port d'armes et la diminution du taux de criminalité. Est-ce que je veux dire? Donc, si vous pensez que c'est dans les États où on observait que les taux de criminalité étaient en train de baisser, que les politiciens ont légalisé le port d'armes, okay, eh bien, on observe une corrélation. On observe qu'effectivement, dans les États avec moins de criminalité, on a un port d'armes légalisé, mais l'un n'est pas la cause de l'autre. Vous voyez la différence? De nouveau, je ne dis pas que c'est ça la vérité, c'est pas ça qui s'est passé, mais on voit bien qu'il y a plusieurs explications possibles et que, de nouveau, ça ne suffit pas de dire que l'un s'est passé après l'autre. Alors, tu dis que tu m'aimes, mais si tu m'aimais vraiment, tu prendrais mes nouvelles, tu m'enverras un message deux fois par heure. Alors,
c'est évidemment, ça vous semble être un bon raisonnement? C'est évidemment assez malhonnête ou assez fallacieux de dire le fait qu'on n'écrit pas les messages de parole effectivement n'a rien à voir avec l'amour, la force de l'amour qu'on peut porter. Mais en fait, c'est pas un argument qui est lié à tout ce qu'on a discuté. Hein, d'accord, c'est juste quelque chose encore différent. C'est quelqu'un qui a l'air d'impliquer effectivement un lien entre fréquence de message et amour. Mais donc c'est clairement un argument fallacieux, d'accord, mais qui n'est pas un exemple de ce qu'on a spécialement vu avant. Alors, tu es juste devenu, tu viens de devenir avocat, d'accord? C'est ça? Alors, donc ça veut dire que, waouh, tu dois gagner au moins 90 000 $ par an, non? J'ai lu que c'est à peu près la moyenne de ce que gagnent les avocats. Est-ce que tu ne payerais pas la facture cette fois-ci? Ça vous fait penser à quoi? Donc là, quel est le problème potentiel? Quel est le... Pourquoi est-ce que... Voilà. Clairement, là, on généralise. Donc oui, on a lu que, effectivement, les avocats gagnaient autant. Et donc, on insinue que le gars gagne ce montant-là. Et donc, on en profite pour, effectivement, lui demander à certains services. Mais donc ça, c'est ce qu'on avait appelé l'erreur écologique, c'est-à-dire effectivement de penser que l'individu est représentatif de l'ensemble de la profession, alors que probablement, bon, si c'est un jeune avocat, il ne va pas gagner la moyenne, d'accord? Et puis, si vous regardez un peu de près la distribution des salaires des avocats, en fait, c'est pas une belle distribution très liée. Il y a en fait plusieurs... ce qu'on appelle des modes en statistique, dans des points très fréquents, d'accord? Et donc la moyenne ne veut pas dire grand-chose dans ce cas-là. Okay, donc il est fort probable qu'un jeune en début de carrière, etc., gagne plutôt beaucoup moins que... Donc évidemment, argument fallacieux. Alors ça c'est facile. On dirait vraiment, il y a des nuages super menaçants, on dirait qu'il va pleuvoir là, d'un moment à l'autre. Mais en même temps, M. Météo a dit qu'il n'y aurait pas une seule goutte aujourd'hui. Donc, c'est sûr que les nuages vont s'en aller, si on peut sortir. Ça semble un peu fallacieux, non? Et ça vous fait penser à quel argument? Non. Ouais, c'est ça. L'argument d'autorité, le faux argument d'autorité. D'accord? Donc, alors, c'est un expert, d'accord? Mais en même temps, il le dit, mais de nouveau, les modèles météo, les modèles de prévision sont parfaits comme on sait. Et donc, si on voit un truc que là, devant nous, c'est évident qu'il va pleuvoir, effectivement, dans ce cas-là, c'est un peu stupide d'invoquer cet argument. On sait bien qu'il y a d'ailleurs, si vous regardez une application et l'autre, parfois ça peut être différent, etc. Alors, si je vous dis, bon, c'est votre choix. Hein. Soit vous continuez à jouer de la musique, d'accord? Soit vous essayez de trouver un vrai job. C'est vous qui décidez. Très bien. Fausse dichotomie, d'accord? C'est tout à fait injuste de vous dire ça, d'accord? Et c'est pas un vrai argument. Bien sûr qu'on peut... Il n'y a pas que ces deux choix-là, d'accord? Vous auriez potentiellement plein d'autres choix, d'accord? Vous pouvez faire plein d'autres choses que de prendre un vrai job ou faire la musique. Vous pouvez voyager, bref, il y a plein d'autres choix. Et en plus, on peut combiner probablement, d'accord? Au moins dans une certaine mesure. Bon alors, ouais, t'as fumé depuis combien de temps maintenant? Tu sais que les fumeurs en général sont beaucoup plus probables de contracter des problèmes pulmonaires sérieux, graves, que la population générale. Hein? Et donc, tu ferais mieux d'arrêter de fumer, sinon tu vas mourir de toutes ces maladies liées à la cigarette. Tu vas bientôt mourir, soon, d'accord? Alors,
Alors, quel spécialiste on cite là? La C'est pas le personne, elle se spécialiste. prend pour. Ah, elle se prend pour un spécialiste, mais non, un argument d'autorité, c'est je cite quelqu'un qui va tu vas être convaincu par mon argument parce que j'ai cité cette personne autre, d'accord, cette troisième personne qui est bien connue et qui du coup, ah ben ok, si Macron l'a dit, alors voilà, d'accord. C'est ça un argument d'autorité. Ici, il n'y a pas d'autorité de citer. Non, c'est la personne. Oui, mais donc c'est. Et donc elle dit ça parce qu'elle elle a lu, par ailleurs, ce qu'elle dit est vrai, d'accord. Et c'est bien connu, il y a tous les spots publicitaires sur les paquets de cigarettes, on l'explique, d'accord. Donc ce qu'elle dit est vrai que les fumeurs ont une plus grande probabilité, d'accord, que la population générale de développer des maladies. Mais ça ne veut pas dire que la personne là va mourir bientôt, d'accord. On sait bien que tout le monde n'a pas exactement ne réagit pas de la même manière, même si en moyenne c'est vrai, d'accord. En moyenne c'est tout à fait vrai. Et voilà, pour les fumeurs, j'espère que vous avez bien intégré ça. Mais c'est tout à fait vrai que vous avez une probabilité beaucoup plus importante de développer des maladies graves si vous fumez. Mais évidemment, rien ne dit que vous allez le faire, d'accord, et sûrement pas bientôt, okay, un horizon temporel court. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est de nouveau un exemple d'erreur écologique, d'accord, où on prend un argument, quelque chose qui est vrai en moyenne, et on dit que ça va s'appliquer à la personne, d'accord. De nouveau, ça ne veut pas dire que du coup on ne doit pas essayer de convaincre la personne d'arrêter de fumer, d'accord, parce que c'est pas ça qu'on dit, d'accord. Mais par contre, l'argument est vraiment est fallacieux et malhonnête d'affirmer ça, parce qu'il y a vraiment une affirmation. Et dernier exemple, alors bah, c'est de nouveau un exemple de Stroman, donc enfin d'homme de paille, donc ça on en est déjà. Pareil, on reformule, d'accord. Mais celui-là il est peut-être un peu plus nuancé, donc c'est peut-être quand même intéressant. Donc je sais ce que vous pensez, donc parfois on commence comme ça, d'accord. Et déjà là c'est mal parti, parce que ça veut dire qu'on est en train de dire que oui, de nouveau dans les débats politiques, mais même entre vous n'importe. Très souvent on dit oui, mais je sais bien ce que tu penses de. La personne a laissé exprimer son argument dans sa complexité. Donc, de nouveau, on est dans une reformulation simpliste. Donc, je sais bien ce que tu penses à propos de la loi sur les arts, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu penses. La personne n'a même pas exprimé ce qu'elle pense. Et donc, moi je pense autre chose, d'accord, mais donc, évidemment, il y a un argument de l'homme de paille. Alors, un petit mot sur ce qu'on appelle rationalité, qui est au cœur des modèles économiques, d'accord, que vous allez voir au cours dans vos cours d'économie, et qui est lié au fait de savoir raisonner de manière logique. Donc maintenant qu'on a vu que c'était un raisonnement logique, eh bien effectivement, c'est ce qui est au cœur c'est une hypothèse de base de tous les modèles économiques, mais parce que effectivement, pourquoi est-ce qu'on prend cette hypothèse dans les modèles économiques? C'est parce qu'on pense que c'est la meilleure représentation du comportement moyen, d'accord, des êtres humains, en sachant qu'effectivement il y a des erreurs. On a vu les différents types d'erreurs. Mais donc l'idée c'est que les agents rationnels cherchent à optimiser, c'est-à-dire à prendre la meilleure décision, la meilleure option parmi toutes les options faisables. Donc un agent rationnel doit essayer de regarder tout ce qui est possible, tout ce qui est à sa disposition, tout ce qu'elle peut se permettre en fonction de son budget, etc. D'accord. Donc il y a déjà un premier travail qui est parfois difficile, de repérer, lorsque vous devez faire un choix, mais la première chose à faire, c'est de bien comprendre toutes les options qui sont. Et parfois, il faut faire un travail d'imagination aussi, d'un peu, de ne pas laisser de côté certaines options parce qu'elles sont éventuellement moins voyantes ou plus ambiguës, d'accord, moins évidentes. Donc l'important aussi c'est de prendre en considération toutes les options à votre
disposition. Et puis derrière, de faire un calcul coût-bénéfice, d'accord? Chaque option, combien elle me coûte en termes de temps, en termes d'argent, en termes de... et qu'est-ce qu'elle m'apporte. Okay? D'accord? Et ces calculs coût-bénéfice doivent suivre effectivement un processus de raisonnement logique. Okay? Alors, et de nouveau, la meilleure option, d'accord? C'est pas forcément l'option qui rapporte le plus d'argent, okay? La meilleure option, c'est ce qui maximise ma satisfaction personnelle en fonction de mes objectifs. Les objectifs peuvent être de différents ordres. Par contre, ce qui est vraiment important, il y a trois niveaux de travail importants quand vous voulez être passionné. Il y a bien comprendre toutes les options à votre disposition. Et croyez-moi, parfois on laisse de côté certaines options. Donc ça vaut la peine de vraiment bien réfléchir à toutes les options disponibles. Il y a un travail effectivement de calculer le coût et les bénéfices de chaque option. Okay? Et 3, lorsqu'on choisit, d'accord, d'avoir une règle de choix, d'accord, objective, et que cette règle de choix, elle soit consciente, donc vous ne soyez pas en train de choisir parce que c'est la dernière chose que vous avez vue, ou parce que tel ami cool de la classe, parce que c'est ce que cette personne a choisi. Ça, c'est des mauvaises règles de choix. La règle de choix, elle doit être consciente et elle doit être définie en fonction de votre objectif. Donc vous devez aussi avoir un travail de définition de votre objectif. C'est comme un objectif. Là dans le cas présent, d'accord, on n'a pas un objectif d'accord, dans la vie. C'est par rapport à le choix que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je veux obtenir, okay? Est-ce que c'est passer du bon temps? Est-ce que c'est maximiser les contacts? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est voilà, d'accord? En fonction de mon choix, quel est mon objectif et du coup comment est-ce que je peux le... Et tous les objectifs sont valables, d'accord? C'est votre objectif. Donc par contre, ce qui est absolument pas accepté par les modèles économiques qui assument la rationalité, mais en général qui n'est pas correct, d'accord? Donc je vous recommande d'essayer d'éviter, c'est de faire des choix effectivement, de ne pas chercher à prendre les meilleurs choix en fonction de votre objectif. De nouveau, vous pouvez avoir tous les objectifs que vous voulez. Mais une fois que vous l'avez fixé, eh bien, on est cohérent et on essaye de l'atteindre. Et de ne pas prendre des choix un peu random comme ça. Une fois, on réagit parce qu'on a vu passer un truc dans le ciel. Une fois, on réagit parce que... D'accord? Parfois, on sait bien qu'il y a, dans la réalité, c'est un peu différent. On peut être très souvent influencé par les émotions. D'accord? Et donc, on peut réagir dans l'urgence, sous l'effet de la colère. Donc là, typiquement, on va pas prendre les bonnes décisions. Ça vaut aussi la peine, autant que possible, quand c'est possible, de prendre un temps de pause et de dire, ben, là, ok, on en reparle dans un moment. Okay? Et de réfléchir à tête froide. On est souvent influencé par, bien sûr, nos copains, okay? Ce qu'on appelle les effets de pair, par les pairs, P-A-I-R-S, par la publicité, par toute une série de choses. On a souvent des biais psychologiques, on connaît certains, des biais qu'on appelle parfois cognitifs. On a une capacité limitée à intégrer les informations. On est souvent happé par le présent, on a souvent du mal à effectivement prendre une décision qui sera bonne demain, d'accord, mais qui me coûte aujourd'hui. Souvent, on va être un peu ce qu'on appelle le biais pour le présent, on est un peu englué dans le présent. Et c'est typiquement ce que vous observez quand vous avez... quand on discutait de la gestion du temps, vous vous rappelez, vous avez dit ça vaut la peine d'essayer de vous obliger d'une manière ou d'une autre de respecter le planning que vous avez fixé. Okay? Parce que aujourd'hui, vous pourriez écrire un planning pour la semaine ou pour le week-end. Ok, je vais travailler
travailler ça, ça, ça. Et puis, vous savez bien que quand demain, quand vous vous levez et que vous devez vous mettre au travail, vous risquez de trouver une excuse pour le pas faire. Okay. Ça, c'est un exemple de biais pour le présent. Pourquoi? Mais parce que lorsque vous êtes dans le présent, la prochaine seconde a plus de poids que le futur. Et donc, on a discuté des manières d'éviter ça. C'est pareil, de s'obliger de respecter ses engagements, qui peuvent être de par nature, qui peuvent être d'en avoir parlé à quelqu'un, et donc on va se sentir mal de ne pas le faire parce qu'on a dit à quelqu'un. Ça peut être d'écrire en grand sur le miroir qu'on va faire ça, etc. Un autre type de problème de comportement irrationnel, c'est ce qu'on appelle des comportements grégaires, moutonniers, d'accord, où on suit des mouvements de groupe. Okay. Méfiez-vous de ça aussi. Très souvent, on va avoir tendance à reproduire ce que la majorité fait. Or, c'est pas parce que la majorité le fait que c'est la bonne chose. Et on l'observe notamment sur les marchés financiers. Ça, on en parlera dans le cours de macro, mais donc, très souvent, on observe des phénomènes de bulles, d'emballement, et ce n'est rien d'autre que des biais cognitifs. C'est des personnes qui ne sont plus rationnelles. Il y a aussi le problème des algorithmes, mais bon, ça c'est... Ok, donc ça c'est juste... alors, juste quelques petites tests de votre rationalité. Alors, un biais très connu, c'est une expérience qui est faite dans beaucoup d'études en sciences sociales et psychologiques. Alors, si je vous dis, donc, je viens de l'énoncer, donc si je vous dis que donc une jeune fille, Linda, elle a 31 ans, elle est célibataire, franche et très brillante. Elle possède une maîtrise de philosophie. Étudiante, elle se montrait déjà très préoccupée par les questions de discrimination et de justice sociale. Elle participait aussi à des manifestations anti-nucléaires. Imaginez que vous la retrouvez aujourd'hui, à 31 ans. Est-ce que, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus probable entre le fait que Linda soit guichetière dans une banque et active dans les mouvements féministes, en fonction de son profil que je vous ai présenté? Alors, réfléchissez 5 secondes. Qui vote pour 1? Personne? Qui vote pour 2? Et ceux qui votent pas? Vous savez pas, monsieur? Non, j'ai voté 2. Pardon? J'ai voté 2. Le 2? Personne ne vote 1. La Morane? Madame, oui. Plus fort, s'il vous plaît. Oui, elle pourrait être le 1 ou le 2, et donc, d'après vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Ou est-ce que les deux sont autant probables? Ah ouais? Ok. D'accord, bon. Ben, donc, tout le monde a faux. Okay. Non, donc elle a pas autant de probabilité d'être l'un ou l'autre, et elle n'a pas plus de probabilité d'être 2. En fait, elle a plus de probabilité d'être 1. Très clairement. Pourquoi? Non mais d'accord, donc il est très probable qu'elle soit active dans des mouvements féministes. D'accord? Évidemment. On est d'accord. Par contre, entre être guichetière dans une banque et être guichetière dans une banque et active dans des mouvements féministes, mathématiquement, 1 est nécessairement plus probable que 2. Pourquoi? Alors, vous avez compris? Non, c'est purement mathématique en fait. C'est purement logique. En fait, on peut le voir comme on peut faire une théorie des ensembles. On a deux ensembles. Donc on a guichetière, ok? Donc ça c'est la probabilité qu'elle soit guichetière. Et puis on a la probabilité qu'elle soit
qu'elle soit féministe. Okay. Et donc, le 1, c'est l'ensemble du cercle G. D'accord. Et le 2, c'est quoi ce qu'on. C'est l'intersection. Okay. Et en fait, vous voyez que en fait, la probabilité, si la probabilité de G, d'accord, est toujours nécessairement supérieure ou égale, si les deux cercles sont complètement les mêmes, d'accord, que la probabilité de G inter F, d'accord, c'est l'intersection. C'est nécessairement. Pourquoi? Parce que alors soit vraiment la seule possibilité, vous voyez, vous pouvez déplacer F comme vous voulez, d'accord. Soit c'est exactement le même, donc du coup c'est la même probabilité. Mais dès que c'est pas parfaitement, ça recouvre pas forcément. C'est normal puisque vous avez deux événements. C'est toujours plus difficile. C'est le même, le premier c'est le même, d'accord. Ici dans une bande, et l'autre c'est ici dans une bande. Et en plus, donc c'est une intersection. D'accord. Et donc ça c'est évidemment quel est le piège? C'est qu'on vous a mis l'autre élément. C'est un truc qui collait avec son profil. Okay. Et donc il est évident que la probabilité de F, d'accord, de féministe, elle est bien plus grande que la probabilité de disquaire. Okay. Mais la probabilité de l'intersection, comment on calcule la probabilité de l'intersection? C'est le produit des deux probabilités. En fait. D'accord. Donc imaginez que vous avez 10 tiers, imaginez qu'elle a 5%. Okay. Combien vous voulez quelle est la probabilité pour vous qu'elle soit 10 tiers? Et puis on pense qu'il n'y a pas beaucoup de probabilité, non, étant donné son profil. 1 sur 2. On dit 1 sur 50%, on pensait. Moi je veux bien, hein. Mais, par exemple, on peut mettre 1 sur 2, donc c'est 0,5. Et question féministe, combien? 0,25. Non, on a dit qu'étant donné son profil, elle était très probable d'être féministe, non? C'est ce qu'on disait. Donc on peut dire oui, 0,7 par exemple. Okay. Okay. Et maintenant la probabilité de l'intersection, c'est quoi? Ben, c'est la probabilité de. C'est 0,5 fois 0,7. Et donc c'est 0,35. Ok, merci de m'avoir donné 0,5, ça fait des calculs très faciles. Et donc vous voyez bien que l'intersection, donc ça c'est la définition mathématique, ok? La probabilité de l'intersection, et même si on avait mis quelque chose de super, si vous aviez mis 0,05, elle avait que 5% de chance d'être banquière, et elle avait 95% ou 90%, d'accord, d'être féministe, d'accord? Même dans ce cas-là, l'intersection, la probabilité d'intersection était plus petite que la probabilité d'être disquaire. Pourquoi? 90 fois 5%, ça fait quoi? Ça fait 45, d'accord? 0,9 fois 0,05, ça donne 0,45. Non, 0,045. C'est correct, ça? Oui. Ok? Donc vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité. Donc c'est sûr qu'elle est beaucoup plus probable, il est plus probable qu'elle soit féministe, mais dès qu'on vous demande une intersection, d'accord? Donc ça de nouveau c'est pas les maths qui m'intéressent ici, c'est juste de faire attention à la hauteur où on vous a tendu un piège, ok? Et on peut trouver des genres d'arguments comme ça dans différents contextes, d'accord? On vous attire en mettant quelque chose qui a l'air très évident, mais en fait, il faut toujours bien réfléchir à l'ensemble du contexte. Rappelez-vous, soyez pas très grave que vous soyez trompé, c'est une erreur très très classique. Okay. Et si on fait un test avec ça a été souvent fait avec les étudiants, et c'est vraiment très souvent environ 90% des étudiants répondent toujours le 1. Et donc c'est ce qu'on appelle l'erreur de conjonction, c'est-à-dire ou de l'union si vous voulez, donc l'intersection est toujours plus. Voilà.
La probabilité que deux événements se produisent ensemble est toujours nécessairement plus petite que la probabilité de un des deux événements. D'accord ? La probabilité que deux événements se produisent ensemble est toujours nécessairement plus petite que la probabilité d'un des deux événements. D'accord ? C'est clair maintenant ? Oui. Là, c'est un peu biaisé comme exemple. Parce que dans tous les cas, il y a des chiens. Dans les deux exemples, il y avait Guichetière. Oui, mais oui, mais vous n'aviez pas vu ça. Enfin, en tout cas, ça ne vous a pas poussé. Étant donné que le Guichetière était dans les deux. Si je n'avais pas mis Guichetière ici, de nouveau, qu'est-ce qui est le plus probable, qu'elle soit Guichetière ou qu'elle soit féministe? Bien sûr que les deux étaient plus probables. Et là, on vous demandait l'intersection des deux. Et donc, c'était nécessairement moins probable que le fait qu'elle soit Guichetière. Okay. Maintenant, troisième possibilité, si je vous avais mis ici, quelle est la probabilité qu'elle soit féministe et quelle est la probabilité qu'elle soit guichetière dans une banque et féministe, vous m'auriez dit quoi? Vous m'auriez dit 1 évidemment. Et dans ce cas-là, ça aurait été correct. Okay. Donc évidemment, je l'ai choisi pour vous faire tomber dans le panneau. D'accord? Mais c'était le. Voilà. Ok, vous avez compris pourquoi, vous vous rappellerez maintenant. Alors, un autre biais super fréquent. Imaginez une grosse opération militaire qui se termine mal. Il y a plusieurs avions qui ne reviennent pas, d'accord, sur la base. Et les quelques avions qui sont parvenus à rentrer, ils sont criblés d'impact de balles à l'avant gauche. D'accord? Et pratiquement aucun impact de balles du côté droit. On appelle les ingénieurs militaires pour renforcer les avions, pour qu'ils aient davantage qui reviennent la prochaine fois. D'accord? Manifestement, il y avait un problème voilà, les avions se sont fait attaquer, et il y a eu un problème de solidité, puisqu'il y en a plein qui sont tombés. D'accord? Donc ceux qui sont revenus, vous observez plein d'impacts de balles à l'avant gauche. Quel est l'endroit des avions pour essayer de reproduire ce qui s'est produit. Quand ça s'est produit une fois à gauche, Ouais. mettons à la place de ceux qui ont été attaqués, comme on va dire, nous, on va s'occuper du coup à droite de à gauche, on va protéger. On va éviter que ce soit des attaques de balles à gauche, on va tous protéger à droite. Comme ça, si on reçoit des attaques de balles à droite, du coup, ça sera mieux. Ça sera un peu plus côté. Ça, c'est une bonne chose. Ouais. Bravo. Super. C'est ça la bonne raison. Très bien. Alors, vous répétez? Si ceux qui sont présents, vous avez des balles de 7, ça veut dire que ceux qui sont pas venus sont très droit. Oui. C'est ce qu'on appelle le biais d'observabilité. Il y en a que très peu qui sont revenus. Ceux qui sont revenus ont des impacts à gauche. Okay? Et donc, il y a beaucoup de chances que, justement, impact à gauce n'est pas très grave. D'accord? Parce qu'ils ont réussi à revenir. Et par contre, ceux que vous n'observez pas, en fait, le cas vraiment intéressant que vous deviez comprendre, c'est ceux qui ne sont pas revenus. Et vous ne pouvez pas les observer, parce que par définition, ils ne sont pas revenus. Et donc, il faut essayer de se poser la question, quelle est la condition de eux? Parce que vous en foutez, en fait, des gens qui sont revenus. Ceux qui sont revenus, ils n'ont pas besoin de votre aide. Ils sont revenus.
savez pas, mais est-ce qu'il est plus probable qu'ils soient touchés à gauche ou à droite? Justement, il est possible qu'ils aient été encore plus touchés à gauche, mais il est beaucoup plus probable qu'en fait ils soient pris des balles à droite. En tout cas, l'argument général, c'est de dire que ne vous focalisez pas sur ce que vous pouvez observer, d'accord? Si ce qui vous intéresse est justement de comprendre pourquoi certaines personnes, par exemple, ne survivent pas, ok? On appelle ça. Quand pour votre question, ce que vous devriez observer n'est pas observable, d'accord? Vous n'êtes pas en capacité d'observer les cas pertinents. Il faut vraiment faire attention de ne pas répondre à votre question en observant les cas non pertinents. Donc réfléchissez bien pour votre question, quels sont les cas pertinents. Ici, pour comprendre comment renforcer la sécurité des avions, les cas pertinents, c'était les avions qui n'ont pas survécu. Okay? Et donc, vous ne les observez pas. Et donc, il faut essayer de raisonner sur ces cas-là et pas sur les cas non pertinents. Okay? Et il y a plein d'autres exemples dans la vie réelle, hein, des choses. En général, quand on essaie de réfléchir à, par exemple, aux causes de mortalité ou aux effets d'une politique, il y a il y a souvent un biais d'observabilité. Vous n'observez pas les cas pertinents et donc il faut essayer de réfléchir à ces cas-là et pas à ceux que vous observez. Si vous essayez de comprendre l'absentéisme scolaire, eh bien, vous devez, par définition, ils sont pas là, d'accord? Et donc, soit vous trouvez une manière pour aller dans leur famille chez eux pour les observer, mais sinon, vous devez justement, quelque part, regarder ceux qui sont présents et puis prendre le contraire, d'accord? Prenez les caractéristiques de ceux qui sont présents, et donc ça vous explique la présence et non l'absence, d'accord? Et donc, vous voyez, vous devez vraiment comprendre qu'est-ce qui est votre question, d'accord? Et donc, quels sont les cas pertinents, et ce n'est pas toujours forcément ceux qui sont observables. Alors là, dernier, je vous promets, c'est le dernier, après j'arrête de vous embêter. Mais lisez bien, ça c'est un exemple, c'est vraiment des maths, c'est très très simple, d'accord? Oui. Alors, qui vote pour 1? Oui. Oui, 1 euro. Alors, on va faire qui vote pour 1? 5 centimes. Ok, super. Qui vote pour 2? Qui vote pour 3? 50 centimes. Avec mademoiselle, ça fait 4. Qui vote pour 1 euro? Plus. Et 2 euros. Bon, il n'y a pas de raison. Très bien. Alors, les 50 centimes, pourquoi? Ça veut pas dire que le croissant coûte 5 euros, mais qu'il dépasse le pain de 5 euros. Oui. Ça veut dire qu'il faut dépasser le 5 euros. Donc, alors maintenant, faites le calcul, d'accord? Je peux payer le pain 50 centimes et le croissant 5 euros. Faites le calcul. Si le croissant coûte 1 euro, d'accord? Et que le pain coûte 5 euros de plus, ok? Ça veut dire que le pain il coûte combien? 6 euros. Et donc combien vous auriez payé en tout? 6 plus 1, 7. Ben, c'est pas ça. D'accord? Ce que vous avez payé 6 euros. Vous n'avez pas compris, j'ai entendu, j'ai pas compris. Je refais. Donc, prenez maintenant la réponse. Pour chaque réponse, vous pouvez faire le calcul et vérifier. Si le croissant coûte 1 euro, d'accord? Si vous avez donné la réponse 4, ça veut dire que le croissant coûte 1 euro. Et donc, ça veut dire que le pain coûte
5 euros de plus que le croissant, il coûte 6 euros. Merci, d'accord? 5 plus 1. Et donc, non? Mais si, le pain coûte 5 euros de plus que le croissant. Si vous me dites que le croissant coûte 1 euro, le pain il coûte 6 euros, d'accord? Bon. Et donc au total, combien vous auriez payé? 7 euros. 6 plus 1. Donc vous voyez, ça ne peut pas être ça. Ok? Et la bonne réponse était effectivement 50 centimes. 50 centimes, est-ce que ça marche? Mais 50 centimes, si le croissant coûte 50 centimes, combien coûte le pain? 5 euros de plus, donc non, 5,50 €, ouais. Et donc 5,50 € plus 50 centimes, ça donne 6 euros. Donc très bien, mon modèle, vous avez raison, bravo. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir. Et donc là encore, pourquoi vous avez été attiré par le 1 euro? Parce qu'effectivement, on vous dit 6 euros et 5 euros. Donc c'est un truc qui vous tentait. D'accord? La réponse 1 euro, c'était évidemment la réponse pour vous tenter. Okay? Mais donc, c'est juste, de nouveau, pour vous dire de vraiment bien lire très attentivement et voilà, que ce soit un article, que ce soit une question d'examen, que ce soit un débat, et ne pas être trop vite attiré vers une réponse qui semble être évidente. Ça vaut quand même toujours la peine de prendre une seconde de plus et de réfléchir. Okay? Toujours en ayant en conscience que vous avez, comme je l'ai expliqué la dernière fois, vous avez un cerveau qui est bien fait, d'accord, qui est fait pour aller vite, d'accord. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est deux cerveaux. Un cerveau qui est entraîné pour aller de manière très rapidement, très vite, d'accord, pour prendre plein de décisions. C'est ce qu'on appelle toutes des décisions intuitives, d'accord. C'est le règne de l'intuition. Puis vous avez ce deuxième système de cerveau, qui est le système qu'on appelle délibératif, qui sert à vraiment réfléchir, d'accord, et justement optimiser, comme on disait précédemment, donc faire des calculs coûts-bénéfices et prendre des décisions. Et donc faites attention que votre cerveau, il est par défaut, il utilise le mode intuitif, d'accord. Et c'est bien que ce soit comme ça, parce que ça vous permet d'aller vite. Mais quand justement c'est des exercices qui demandent un peu plus d'attention, d'accord, et donc des exercices un peu scientifiques, voilà, ne laissez pas votre cerveau trop vite prendre des directions biaisées. Et plus vous êtes conscient de ça, plus vous allez voilà, apprendre à... Et il y a plein d'autres biais, donc c'est ce qu'on appelle effectivement les biais cognitifs. Et très souvent, effectivement, nos comportements sont très souvent dictés par ce qu'on pense, d'accord, de la réalité, et plutôt que par la réalité. On pense lire quelque chose, on pense voir quelque chose, mais en fait, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai lu ou que j'ai vu, parce que très souvent, on a une préconception, on a des a priori, et donc on pense voir. Donc un autre biais tout à fait fréquent, c'est le biais de confirmation. Effectivement, on a des hypothèses, on a des a priori, et donc on va être beaucoup plus prone, en anglais, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fréquent pour nous de voir des choses qui confirment ce qu'on pensait déjà, plutôt que des nouvelles choses. Okay? Donc pas simple, très souvent. Or, peut-être qu'il y a plus de choses qui infirment nos hypothèses que des choses qui les confirment. Mais nous, comme on va se concentrer davantage, on va retenir tout ce qui confirme. Ah, mais tu vois, je le savais que les Marocains étaient paresseux. Le gars, là, j'ai un gars qui ne fout rien, là. Hein? Or, il y a 15 Marocains là qui travaillent comme des fous. Okay? Et donc, on a vraiment ces biais de... Pardon, c'est un exemple débile, mais vous voyez ce que je veux dire, d'accord? On a vraiment des biais de confirmation d'hypothèses qui sont vraiment sans arrêt. Et donc, si vous en êtes conscient, ça veut dire que vous allez pouvoir justement être, par exemple, dans votre travail, là, chercher à être le plus objectif possible, le plus neutre possible. Donc, essayer de ne pas
Éviter d'être influencé par la présentation aussi. Le biais de cadrage, enfin bref, il y a plein de biais. Pour ceux qui savent que ça intéresse, c'est un thème fascinant. Okay, ça, c'est une liste qui n'est même pas exhaustive, donc vous voyez qu'il y a plein de biais. Vous pouvez trouver plein d'études sur Internet là-dessus. Voilà, je vous laisse. Malheureusement, c'est pas vraiment un thème. Si c'est un thème qui vous intéresse, c'est pas vraiment lié au thème de cette année, d'accord? Sauf que si, un peu, vous pourriez, si ça vous intéresse, vous pourriez essayer d'expliquer la difficulté de prendre des actions contre le réchauffement climatique par des biais cognitifs. Et donc c'est très clair qu'il y a il y a des dissonances cognitives, il y a des biais pour le présent, etc., qui nous bloquent, qui nous empêchent d'effectivement prendre des mesures. Donc c'est des thèmes fascinants qui touchent un peu plus à la psychologie. Moi personnellement je les trouve fascinants. Donc voilà. Je vous laisse approfondir si ça vous intéresse. Alors, ça me semble pas mal comme moment pour faire un petit point sur les groupes. Je vais essayer de reprendre le fichier. Est-ce que toutes les personnes qui sont là se sont effectivement inscrites sur le fichier ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore inscrit? Ok. Là, vous avez un ordinateur ou pas? Ceux qui ne sont pas inscrits? Non? Non, vous pouvez venir près de moi si vous voulez, on peut le faire vite maintenant. Au moins mettre vos noms. Le lien est là ici. D'accord. Allez-y, je vais suivre donc le nom et le prénom. Et puis les autres, je vois qu'il n'y a pas de thème encore, le grand thème qui vous intéresserait. C'est un Google Doc, d'accord, que je vous ai demandé de remplir pour aider à former les groupes. C'est un document partagé où vous écrivez vos noms, vos prénoms, et puis après avec qui vous voudriez être dans le groupe et les thèmes qui vous intéressent. Okay. Alors pour l'instant, remplissez pas ça, d'accord, vous mettez juste votre nom et prénom. Et si vous avez des thèmes, donc de nouveau, je vous rappelle, ça doit être des thèmes en lien avec transition écologique, développement durable, et donc c'est super large. Et donc dans la colonne de thèmes qui nous intéressent, ce serait pas mal effectivement que vous commenciez à remplir des choses. Par exemple, est-ce que c'est plutôt les conséquences du changement climatique pour le commerce international, qui pourrait ne plus pouvoir commercer sur des longues distances, d'accord, si c'est un truc qui vous intéresse. Est-ce que c'est la modification du comportement des entreprises, avec tous les thèmes de la compensation carbone, etc. Okay, on en parle beaucoup. Est-ce que c'est comment faire évoluer la loi pour reconnaître les migrants climatiques, par exemple, qui n'ont aucun statut légal? Oui, vous lui demanderez, ouais. Soit maintenant, soit plus tard. Ça, vous pouvez y accéder tout le temps. C'est un document partagé, donc vous pouvez remplir après. Ça, c'est bon? Oui. Mais alors, on va faire un exercice très simple. On va faire un petit brainstorming. Vous savez ce que c'est, hein, c'est très facile. Hein? C'est quoi TPE, travail de... Et quoi, parce qu'on fait un brainstorming? Mais alors vous avez de l'expérience. Vous voulez venir au tableau animer le brainstorming? Merci. Alors il y a plein de techniques très sympas d'imagination. Le brainstorming, c'en est une, mais c'est la plus simple. Et ici, on va faire une plus simple, effectivement. Mais vous savez, même après, quand vous aurez défini votre groupe, vous pourrez faire un brainstorming entre vous. Okay, et il y a plein de manières de le faire, même parfois des manières fun. Vous pouvez faire du sport en faisant des brainstorming, faire des courses.
voulez que je vous mette des techniques d'imagination sur les... D'accord. Alors, je voudrais que... non, peu importe, on va faire technique ping-pong. Donc, il n'y a pas d'ordre, d'accord? Tout le monde me dit... Vous pouvez vous lever la main quand même pour pas que ce soit la cacophonie. Vous me dites quelque chose qui vous passe par la tête, mais ça peut être n'importe quoi. Enfin, c'est pas grave si c'est pas super intéressant, mais en lien avec l'écologie, transition écologique, développement durable, ok? Balancez-moi des idées, mais fort. Pardon? Animaux. Alors, et par contre, les autres, oui. Prenez des notes, enfin, ou en tout cas, s'il y a des choses qui vous intéressent, ben, du coup, vous les notez. Donc, animaux, et peut-être qu'on peut mettre biodiversité, d'accord, tout ça. Alors, décision politique. Bon, alors, si vous ne savez pas lire mon écriture, il faut venir m'aider. Alors, économie. Commerce. L'idéal, c'est après d'essayer de regrouper en thèmes, d'accord? Là, je les écris un peu n'importe comment, mais on verra après si on... Alors, réchauffement climatique, c'est un peu le thème général, mais disons que... alors, vous pourriez... Donc, on pourrait, par exemple, oui, chercher à faire un travail sur les causes biologiques, enfin, voilà, physiques du réchauffement. D'accord? Par exemple. Vous voyez que vous avez plein de thèmes. Alors soit dit en passant, réchauffement climatique, c'est le thème, on n'utilise plus tellement ce terme parce qu'effectivement, comme vous savez, c'est pas seulement un réchauffement. Hein. Effectivement, les températures en moyenne ont tendance à se réchauffer, mais on parle plutôt de dérèglement, puisqu'on va avoir aussi des hivers plus froids, on va avoir plus de pluie, etc. Donc, en fonction de où on se trouve sur la planète. Donc, réchauffement, et alors je mets par exemple cause physique. D'accord? Ce serait intéressant qu'il y ait un travail qui effectivement parle sur des aspects un peu plus physiques. Transport, très bien. Surpopulation. Pardon? Oui, très bien. Agriculture, famine. Ça c'est super important. Hein. La faim dans le monde. Alors, textile. Pourquoi en particulier? Parce que par exemple le coton, etc. pourrait être impacté, etc. Oui, alors d'accord. Donc ça c'est un peu avec commerce et consommation. Oui, c'est sûr, d'accord. Sur consommation et effectivement le usage unique, d'accord. Les produits à usage unique. Donc comment est-ce qu'on peut favoriser effectivement par exemple un recyclage ou une seconde vie, etc. Okay. Seconde main. Oui, comment on peut... oui, d'accord. Prévention. Une nouvelle génération. Et alors ça va être en lien effectivement avec... Donc, ouais. Enfin, moi je le mettrai en lien avec ça. Alors, donc les ressources fossiles, oui, énergie fossile, eh ben, de manière générale, hein, les sources d'énergie, grand E c'est pour l'énergie, et la réfaction
l'extraction des ressources fossiles. Vous lui passez mon bonjour? C'est bien, on a déjà plein d'idées, mais il y en a encore. Hein. Alors, très bien, ouais, tourisme. Alors, comment être tourisme durable? Tourisme de masse versus masse, disons, on va dire. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça doit changer? Bien sûr, oui. Évolution et donc lutter contre, probablement. La technologie. Ouais, super. Et donc, quel sens? Dans quel sens, par exemple? Mais la technologie sur l'écologie. Mais encore, donc dans quelle mesure, par exemple, la technologie peut nous aider? C'est ça? Nous aider à trouver des alternatives pour certains types de fabrication ou composants. Ouais. Et pour lutter contre le problème climatique. Oui, très bien. Donc vous savez que c'est une des tensions qui est effectivement dans le débat. Hein. C'est dans quelle mesure est-ce que globalement on peut continuer à vivre comme on vit, mais avec des progrès technologiques qui font soit ce que l'on consomme sont produits effectivement avec des produits ou des sources d'énergie moins polluantes, soit on parle aussi de technologies de captation du carbone. Cette idée qu'on pourrait développer des technologies qui vont des aspirateurs à carbone par exemple dans l'atmosphère, ce genre de choses. Il y a des personnes qui effectivement pensent que ce sera suffisant, puis il y a des personnes qui disent la technologie est utile, mais probablement ne sera pas suffisante toute seule. Donc c'est un débat fascinant, et puis on peut. Alors, de nouveau, pour toutes ces questions, soit vous pouvez soit faire un travail général un peu sur effectivement résumer le débat qui existe sur l'utilisation des technologies, soit par exemple vous concentrer sur une technologie ou deux technologies que vous présentez à fond, qui vous semblent super intéressantes et prometteuses, et donc voilà. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite, d'accord? Et de nouveau, on discutera ensemble de la question de recherche pour vous aider à préciser, mais il n'y a pas de... Vraiment, choisissez quelque chose qui vous passionne, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres idées? C'est bien lancé là, il y en a encore. Donc alors, moi je vous avais dit, pour les personnes qui viennent du monde de l'entreprise et un peu la gestion, je vous avais parlé de la RSE, là, la responsabilité sociale des entreprises, donc tout ce qui est comment je mets en place une politique vertueuse au sein des entreprises, d'accord? Pour les personnes d'entre vous qui sont un peu plus dans le management, etc. Il y a la question de compensation carbone, d'accord? Qui est un thème excessivement important. Vous savez ce que c'est la compensation carbone? Non? Mais c'est cette idée que, alors quand vous achetez un ticket d'avion, on vous propose de planter des arbres, d'accord? Parfois Ryanair ou Marine Air France. Planter des arbres. Ça vous a jamais arrivé? Ah non? Alors vous n'invitez pas des liés sur un truc Ryanair. Donc la compensation carbone, c'est l'idée que certes, donc, on a plusieurs stratégies. Donc, l'idée, c'est que ce que le GIEC nous dit, c'est qu'effectivement, d'ici 2050 et avant, c'est possible, on doit arriver à une neutralité carbone. Ça veut dire quoi une neutralité carbone? Ça veut dire que ce que l'on émet de CO2, d'accord, est équivalent à ce que l'on absorbe de CO2. Ça ne veut pas dire émettre zéro, parce qu'effectivement, émettre zéro, ça sera probablement jamais possible. Par contre, on peut aussi mettre en place toute une série de plans de réduction du CO2, de captation du CO2. C'est ce qu'on appelle les puits carbone. C'est aussi un thème très intéressant. Les puits carbone, c'est par exemple quoi? Par exemple des arbres. Vous savez que les arbres absorbent le CO2. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une série de programmes qui effectivement proposent de planter des arbres pour compenser l'empreinte carbone de certaines activités, par exemple de prendre l'avion. Okay? Et donc, quand on est une entreprise, on peut soit chercher à
parfois les émissions incompressibles, pardon. Eh bien, on peut, si on veut arriver à ce qu'on appelle le net zéro, donc la neutralité carbone, eh bien, on doit compenser dans ce cas-là. D'accord ? Dans les entreprises, déjà, il y a la taxe carbone. Alors, très bien, qui joue un rôle très important et qui, alors le marché à l'échelle européenne ne fonctionne pas très bien, donc il y a aussi tout un plan de, donc effectivement, taxe carbone, les différentes formes. Il y a un marché à l'échelle européenne qui existe, d'accord, et qui doit être probablement révisé, donc c'est vraiment un mécanisme intéressant où les entreprises peuvent échanger des quotas à polluer qui sont chers. Alors il y a toute la question des... alors si vous êtes un peu plus dans l'économie et dans la théorie, il y a toute la... c'est la grande question des externalités. Externalités, bien publiques. Vous pouvez essayer d'expliquer en quoi la neutralité carbone est un bien public pour l'humanité, etc. D'autres. La vie en société. Vie en société. C'est genre pour dire comment les gens vont s'adapter par rapport à la transition écologique à leur vie. Oui, alors, mais être un peu plus précis. Donc il y a les modes de vie, alors il y a le transport par exemple, et puis il y a la consommation, et vous pensez à quoi d'autre pour les modes de vie? Le voyage, on a parlé de voyage, tourisme, donc on peut mettre voyage. Il y a la grande question du télétravail, évidemment, d'accord, qui est dans ce thème. Est-ce que le télétravail est une solution? J'imagine que vous préféreriez que le télétravail ne se généralise pas pour les étudiants, les universitaires. Mais... Ah, vous m'avez déjà dit beaucoup. Ouais, une dernière. Quand je parlais de vie en société, je parlais aussi de la production locale. Oui, très bien. Le local à l'étranger. Très bien. Relocalisation. Alors, ça va avec probablement. Le commerce. Pardon? Avec le commerce. Ouais, j'ai mieux le commerce. Oh. Ici. Oui. Régime alimentaire. Et le mot avant, c'était quoi? Ah oui, ok. Ah oui, par rapport au végétarisme, etc., j'imagine. Ouais. Très bien. Alors, je vais mettre avec alimentation. Ici, agriculture, alimentation. Et par exemple, les régimes par consommation de viande, etc. C'est bien qu'effectivement, c'est probablement une des choses qui doit changer, oui. La recherche sur l'énergie atomique, le réutiliser comme énergie. Oui, alors donc c'est les sources énergétiques et donc on a mis réfaction fossile, on peut mettre le nucléaire du coup. Est-ce que c'est une solution ou non? Débat fascinant dans le cadre des présidentielles. Ce serait pas mal qu'un groupe fasse ça. Enfin, de manière générale, la question du mix énergétique, d'accord, c'est ce qu'on appelle, donc c'est comment est-ce qu'on combine les différentes sources. Mix énergétique et bien sûr la place des énergies renouvelables qui doivent clairement augmenter. Encore une idée? Oui, j'avais entendu la migration, très bien alors. Ah, migration, il y a plein de trucs. Migration des maladies, vous me dites. Des animaux, ouais. Par exemple, après, on va devoir indemniser le centre, par exemple, de la France, parce qu'il va y avoir la montée des eaux, certaines
Alors, mais il y a plusieurs choses. Donc, vous m'avez quand même parlé des maladies, et c'est lié, d'accord? On sait que même la Covid, hein, c'était en partie lié effectivement à des raisons écologiques. Donc, maladies. On sait qu'on risque d'avoir de plus en plus de maladies tropicales chez nous, y compris éventuellement la malaria ou la dengue qui est en train de se développer, là, qui arrive en France. Ce qu'on appelle les développements des virus, zoonoses. Conflit. Ouais. Alors, un peu bien. Et pour l'immigration, ça pourrait être par exemple simplement un travail qui cherche à effectivement faire l'état des connaissances sur les zones les plus vulnérables, etc. D'accord? Je suis sûr que tout le monde est en fait, même pour moi, c'est pas super clair quelles sont les zones les plus menacées, à quel terme, en Europe par exemple, et dans le monde. Donc, zones vulnérables. Et ça me fait penser, les zones vulnérables, à toute cette littérature sur l'adaptation. D'accord, au changement climatique. Dans le changement climatique, on peut essayer de l'éviter, d'accord, de le combattre. On sait bien que c'est déjà trop tard, donc il est déjà là, il a commencé. Et donc il y a aussi la question de l'adaptation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? Alors je peux mettre du côté de la technologie. Donc l'adaptation, c'est par exemple la construction de digues, la construction de bâtiments plus résistants, ce genre de choses. Ouais. La faune qui se rapproche de plus en plus des habitations, oui, donc ça c'est un peu lié aux zoonoses, mais effectivement, il y a un peu de biodiversité. Je pense qu'on l'a plus ou moins. Bon, vous voyez, après, donc, voilà, on peut s'arrêter là. Vous voyez qu'il y a plein de thèmes, il y en a encore plein d'autres. Vous pouvez, après, quand vous aurez formé vos groupes, prendre un peu de temps pour justement, voilà, encore faire un peu de brainstorming, réfléchir à ce qui vous intéresse le plus. Mais vous voyez déjà qu'il y en a beaucoup plus que le nombre de groupes qu'il y aura. Donc, mais de nouveau, il faut aller au-delà de cette liste, bien sûr. Mais il me semble en tout cas que effectivement la question il y a aussi la question de la législation, hein, bon, pour ceux qui aiment bien le droit. Voilà, du coup, oui. Mais est-ce qu'après, quand on aura un peu dans le groupe, on pourrait par exemple, pour notre exposé, lui deux thèmes ensemble? Alors, c'est-à-dire qu'on a un thème général, et après dériver sur un autre thème. Ou plutôt rester sur un thème plutôt. Alors, on peut faire une ouverture sur un autre thème, ça oui, mais donc moi je veux un travail cohérent, donc avec une question de recherche très claire, assez précise, parce que de nouveau, vous n'avez pas un an pour faire des recherches, d'accord? Donc plus c'est précis, plus vous pourrez dire des choses pertinentes, d'accord? Parce que je voudrais que vous dépassiez juste les banalités, généralités, d'accord? Vous allez vraiment rechercher des documents intéressants, vous allez bien les lire,
et vous allez, du coup, moi je veux apprendre des choses. Okay, et donc, plus vous êtes sur un thème ou sur plein de thèmes, d'accord, plus vous allez devoir rester en surface et être très général. Donc moi je vous encourage quand même à être le plus précis possible. Ceci dit, donc c'est ce qu'on travaillera aussi quand vous présenterez votre question de recherche. Dans la présentation, si vous relisez les consignes du travail, et donc notamment le travail oral de présentation, on vous demande d'expliquer les déterminants, d'accord, d'expliquer, donc vous avez cette question, mais du coup, qu'est-ce qui explique cette question, d'accord? Qu'est-ce qui détermine si, par exemple, la technologie est efficace ou non? Et donc, il y a différentes choses qui sont liées à cette question. Donc, vous pouvez faire une espèce de mind map aussi chez vous pour voir un peu les différents points d'entrée que vous pourriez évoquer. Je pense qu'il faut voilà, essayer de ne pas vouloir tout faire, d'être pas trop ambitieux, mais effectivement, tant que c'est cohérent, d'accord, je veux que ce soit un argument logique là encore, d'accord. Donc il faut que ce soit relié à votre question, mais si vous pouvez aborder effectivement plusieurs points d'entrée reliés à cette question. Ok. Donc, alors il y avait une question encore là? Non? Alors, donc je vous ai dit pour l'oral, je préciserai, mais pour l'oral, ce serait pas mal que ce soit pas la prochaine, mais celle d'après. Et on verra s'il y a. Donc pour la fois prochaine, ce serait bien entre maintenant et la fois prochaine que vous complétiez ce tableau. Je pense que donc maintenant il y a tous les noms, mais si jamais il y a des personnes qui ne sont pas encore, ou des personnes qui n'étaient pas venues au cours, etc., vous leur dites de bien se mettre dans le tableau. Et vous mettiez des idées, des thèmes qui vous intéressent. D'accord? Si vous avez déjà des personnes avec qui vous voudriez travailler, vous les indiquer, mais ce n'est pas obligatoire à ce stade. Moi, à la maison, je regarde les thèmes. S'il y a des thèmes, même vous verrez apparaître des thèmes qui se recoupent. D'accord? Ah, mais telle personne, elle veut aussi travailler sur ça. Moi, ça m'intéresse. Ok? Ben alors, vous pouvez soit la contacter si vous la connaissez, soit vous attendez le prochain cours et vous mettrez la fleur. Okay? Donc, au prochain cours, on va essayer de former des groupes pour vous permettre de commencer à travailler. Okay? Voilà, ici. Au revoir.